Maintenant, je vais vous présenter le conférencier de ce soir. Donc, François Boucher est né en 1955. Il est astrophysicien, directeur de recherche à l'Institut d'astrophysique de Paris. Pour son parcours, en 1983, thèse de 3e cycle en physique théorique à l'Université Paris 6, intitulée Croissance des fluctuations primordiales et distribution des galaxies. 1984-1985, il est chargé de recherche au Centre de physique théorique de l'École polytechnique et chercheur associé à l'Institut d'astrophysique de Paris. 1986-1988, mise à disposition de l'Université de Californie en tant qu'astronome visiteur du département d'astronomie de Berkeley. 1992, habilitation à diriger des recherches intitulées Les grandes structures de l'univers. Depuis 1993, il est directeur de recherche du CNRS. Pour ses spécialités, François Boucher travaille sur la cosmologie, structure à grande échelle, dynamique et statistique des systèmes autogravitants, des cordes cosmiques, anisotropie du fond diffus cosmologique et techniques d'analyse de données correspondantes, formation et évolution des galaxies et simulation numérique. Pour ces titres, en 1993, il a reçu le prix de la Société française des spécialistes en astronomie et il est président du programme national de cosmologie. Il a écrit de nombreux articles dans les revues nationales et internationales. Je lui cède la parole pour une 50aine de minutes, après quoi il y aura un débat avec le public. Merci. Bonjour. Alors, je viens d'apprendre que je vais donner une leçon. Et donc, la leçon sera sur un sujet qui est assez proche de celui de mon sujet de thèse, qui est en gros la croissance des fluctuations primordiales et la distribution des galaxies. En fait, ce que je cherche à faire dans cet exposé-là, ça sera de parcourir un peu les chemins de la cosmologie moderne, voir comment on a progressivement construit une théorie de la formation des structures, de la manière dont la matière se distribue dans l'univers. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle une cosmogonie. Alors, le modèle cosmologique contemporain, celui dit de Big Bang Show, il s'appuie d'abord sur une théorie qui est celle de la relativité générale, que nous a fourni Einstein à partir de 1917. Un principe, celui de Copernic, qui est essentiellement qu'on n'est pas dans un endroit spécial de l'univers et donc on peut, et notamment que les lois ne sont pas spéciales de où on est, et donc on peut en inférer des choses sur l'univers dans son ensemble. Alors ce modèle standard repose sur 3 piliers qui sont traditionnels, qui sont les faits observationnels, constater l'expansion de l'univers, l'abondance des éléments, l'abondance qu'on peut reconstituer et dont on peut expliquer les abondances numériques dans le modèle. Et le rayonnement fossile ou corps noir qui va être en fait l'acteur principal de la suite. Alors, très brièvement, l'expansion de l'univers, c'est quoi? C'est quand on regarde un objet, eh bien plus il est loin, plus il est à une grande distance, plus sa vitesse de récession par rapport à nous, en moyenne, est grande. Alors ça, c'est une loi qui a été découverte par Edwin Hubble, et voilà le diagramme original qu'il a montré, où il a tracé la vitesse de récession d'un certain nombre de galaxies en fonction de la distance. Alors ça, c'était la version 1919, et vous voyez les distances qui étaient parcourues, c'était 2 mégaparsecs, c'est-à-dire millions de parsecs, et un parsec est la distance parcourue par la lumière en environ 3 années. Donc ce sont quand même déjà les grandes distances. La version actuelle de ce diagramme, la voilà, donc actuelle, enfin 2003, donc les échelles qui ont été analysées, maintenant c'est 250 fois plus grande, ces échelles-là, et cette loi tient toujours. Alors cette loi elle a un avantage, c'est que si on est capable de mesurer la vitesse, ça permet tout de suite de le positionner l'objet dans la 3e dimension par rapport à nous. Notamment, et comment on obtient cette vitesse? En général par un effet Doppler, c'est-à-dire qu'on analyse le spectre de la lumière de l'objet, et à partir d'un certain nombre de ces caractéristiques, on peut en tirer la vitesse de récession par rapport à nous, et via cette loi, donc, à quelle distance est cet objet. Alors ça, c'est une première chose qui nous permet donc de cartographier les choses, ce qui est intéressant, mais cette expansion de l'univers a une deuxième implication, c'est que donc, si tous les objets s'éloignent les uns des autres aujourd'hui, d'autant plus rapidement qu'ils sont éloignés, alors si on inverse la flèche du temps, les objets étaient plus proches dans le passé, et d'autant plus qu'on remonte plus loin dans le passé. Et si vous prenez l'image d'une pompe à bicyclette, par exemple, que vous prenez le gaz et que vous le comprimez, vous savez que c'est plus chaud. Donc quand on remonte dans le temps, on remonte dans un univers plus dense et plus chaud. Et donc, on peut remonter si on remonte suffisamment loin dans l'histoire de l'univers, eh bien, on peut remonter à des températures qui correspondent celles au cœur des étoiles où on peut, et
où on peut notamment faire de la nucléosynthèse des éléments, c'est-à-dire modifier à partir par exemple de protons et de neutrons, fabriquer toute une chaîne d'éléments. Et ce dont se sont rendus compte les grands ancêtres, comme Alpher, Bethe et Gamow en 48, c'est que la production dans les premiers âges du Big Bang à partir d'une soupe de neutrons et de protons des premiers éléments était la seule manière qu'on était capable de proposer pour produire l'hélium 4 qui est observé autour de nous sans surproduire d'autres éléments lourds. Donc ça a été un des grands succès. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, c'est quelque chose d'assez classique. Mais disons qu'assez naturellement, on part d'une soupe de neutrons et de protons, on déroule l'image standard du modèle de Big Bang, on fait un certain nombre de calculs d'abondance et ça correspond assez bien à ce qui est observé. Et par ailleurs, on ne sait pas faire autrement, ce qui est une bonne indication. Alors, ça a été un des succès. Le troisième correspond le corps noir dans lequel nous sommes baignés. Alors ça veut dire quoi, le corps noir dans lequel nous sommes baignés? Si on remonte tôt dans l'histoire de l'univers, je vous ai dit, finalement, on a une sorte de soupe où rien n'a encore été... tout est quasiment homogène. On a des neutrons, des protons et des photons. Et il ne se passe pas grand-chose au cours de cette expansion. Ce qu'on voit simplement, c'est des photons qui sont en train d'interagir avec des électrons, qui rebondissent sur des électrons, parce que ils sont couplés à ces électrons et pas aux protons. Mais à part l'expansion du milieu, il n'y a pas l'air d'y se passer grand-chose. Alors, c'est pas tout à fait correct. En fait, ce que j'ai fait là, c'est prendre la boîte précédente et la remettre à l'échelle pour pas être perturbé par avoir des boîtes de plus en plus grandes. Donc, je les ai remises à l'échelle. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, si je prends le cours du temps et que progressivement la température de l'univers baisse, alors arrive un moment où les premiers atomes vont pouvoir se former. Plus exactement, le milieu qui était ionisé, c'est-à-dire fait de protons et d'électrons séparés, les premiers électrons vont pouvoir satelliser, entre guillemets, fabriquer les premiers atomes. Et ce faisant, il va y avoir moins de centres diffuseurs pour les photons, et donc le libre parcours moyen entre deux diffusions d'un photon va augmenter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'est cette image-là. Au cours du temps, il y a de plus en plus... Mais en fait, ça se passe assez rapidement, cette transition. Au cours du temps, se forme un certain nombre d'atomes. Les électrons parcourent une distance de plus en plus grande parce qu'il y a de moins en moins d'électrons libres. Et puis, il y a un moment donné, et ce moment-là donné se produit à peu près 300 000 ans après le Big Bang, à peu près tous les atomes sont formés et tout d'un coup, les photons n'ont plus d'électrons avec lesquels interagir et donc l'univers est devenu transparent. En fait, les photons sont complètement découplés et ils peuvent parcourir des distances qui sont cosmologiques. Donc finalement, il y a une transition très importante à ce moment-là qu'on va appeler la transition vers la transparence. Et j'y reviendrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, d'une certaine manière, il y a des photons de cette époque, très tôt dans l'histoire de l'univers, qui vont maintenant baigner l'univers et dont on peut s'attendre à ce que qu'on puisse les détecter aujourd'hui. Alors, c'est ce que notamment Gamow avait réalisé dans les calculs au moment où il était en train de s'intéresser à la nucléosynthèse, il avait réalisé que, oui, finalement, autour de nous, on devrait être baigné dans un fond de rayonnement isotrope, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit dans un endroit particulier, isotrope, c'est-à-dire le même dans toutes les directions, et par ailleurs que ça devait satisfaire à une loi physique bien connue, qui est la loi dite de corps noir, ayant une distribution mathématique parfaitement bien répertoriée. Donc ça, c'était une prédiction qui est des années 40. Alors, en fait, cette prédiction a été satisfaite, c'est-à-dire que beaucoup plus tard, en 65, Arnaud Penzias et Wilson, en utilisant cette antenne de toute autre fin, ont découvert un rayonnement isotrope à une fréquence qui satisfaisait à ces propriétés-là. Alors, ils ne savaient pas trop ce que c'était, mais assez rapidement, dans les mois qui ont suivi, ils ont été mis en contact avec un certain nombre de leurs collègues pas très loin à Princeton, qui, eux, étaient en train de construire une expérience pour détecter ce fameux rayonnement. Et donc, ça, c'est la découverte du corps noir cosmologique. Donc, de quoi s'agit-il? Soyons clairs, là, on est en train de dire, on a découvert un rayonnement qui est, en gros, le fossile des premiers temps, c'est-à-dire le moment où matière et rayonnement étaient couplés fortement, de l'époque où l'univers était très très chaud. Donc ça a été
une prédiction qui était forte et qui a été réalisée et qui a donné une énorme confiance dans ce modèle-là et qui est en fait, cette découverte-là est celle qui a vraiment, disons, mis le modèle de Big Bang Show, qu'il a assis, disons, comme le modèle de référence. Alors, ça, c'était une toute première détection. Maintenant, il y a eu énormément de suivi par d'autres expériences, et notamment le satellite Kobe, qui a été lancé par la NASA en 1989, avait à bord une expérience qui s'appelait FIRAS, et dont l'objectif était de mesurer très précisément la dépendance spectrale de ce rayonnement. Alors, dépendance spectrale, ce qui veut dire savoir quelle énergie il y a en fonction de la longueur d'onde, ou encore dit autrement, en fonction de la couleur. Donc, il y a une prédiction qui est très claire, et la question c'est, est-ce que c'est le cas? Alors, ce que vous voyez là, c'est la mesure par FIRAS, et vous voyez deux choses. Vous voyez des points avec des petites barres d'erreur qui sont signes de l'incertitude qu'on a sur la mesure. En fait, cette barre d'erreur, pour pouvoir la visualiser, elle a été multipliée par 400, c'est-à-dire que sinon, vous n'auriez pas vu, elle aurait été de la taille du point. Et ce que vous voyez superposé, c'est une courbe théorique dite de Planck correspondant à un corps noir de 2,728 degrés Kelvin. Les Kelvin étant l'échelle utilisée par les physiciens, le 0 Kelvin correspondant à moins 273,16 degrés Celsius. Donc, là, vous voyez en fait un accord absolument faramineux, on va dire, entre la mesure d'une part et la prédiction théorique de l'autre. Alors, ça, c'est donc ce qu'on a le troisième pilier, disons, de la cosmologie contemporaine. Cependant, jusqu'à maintenant, je vous ai raconté, en fait, j'ai essayé de le faire le plus rapidement possible, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'assez standard, qui est, ce que j'ai fait, c'est un survol du modèle moyen, homogène, de la cosmographie, si vous voulez, mais en fait, je me suis absolument pas intéressé au fait qu'il y a l'univers dans lequel on vit, et pas du tout homogène, une sorte de soupe sans aucune structure. Au contraire, toute notre expérience est d'être dans l'inhomogène. Alors, je vais vous présenter une petite carte de l'univers. Voilà, tout l'univers peut se ramener à ça. Alors, c'est une carte assez spéciale. Ce que vous voyez là, c'est la surface de la Terre. Enfin, ce que vous voyez symbolisé, c'est la surface de la Terre. Et puis ça, c'est une échelle logarithmique où chaque petit cran fait un facteur 10 en échelle. Donc, chaque fois que je m'éloigne d'un cran, j'ai un nouveau facteur 10. Et donc, ça correspond à 10 puissance 20 ordre de grandeur. Donc, ce sont des échelles assez colossales. Et alors, ça représente par exemple la surface de la Terre, c'est-à-dire en gros, c'est en fonction de l'angle autour de moi. Et puis, ça, c'est en fonction de la distance. Alors, première chose qu'on voit, dans cette échelle particulière, voilà, nous sommes à l'Université de tous les savoirs. La Lune est placée là. Et puis, ça, c'est donc en relatif à chaque fois, c'est donc, vous pensez bien que chaque fois que je m'éloigne d'un cran, je prends un facteur 10. Donc, en fait, faites attention, on va vite avoir le vertige. Alors, bon, au début, c'est la Lune. Bon, Mars, la frontière du système solaire, les premières étoiles, le centre de la galaxie, le bord de notre galaxie. Donc là, on en est déjà, le bord de notre galaxie, donc on a déjà parcouru une des distances substantielles, puisque notre galaxie contient quelques milliards d'étoiles. Mais là, on n'est toujours pas dans le monde cosmologique. Arrivent les premières galaxies autres que la nôtre, M31, Andromède, c'est-à-dire celle qui nous a fait prendre conscience vraiment dans les années 30. C'est là où on s'est vraiment rendu compte, observationnellement, que notre galaxie n'était qu'un univers île et qu'il y en avait des tas d'autres. Et donc, tout d'un coup, l'univers est devenu beaucoup plus grand. Là, on commence à peine la cosmologie. On continue des facteurs 10 successifs. Et moi, je vais m'intéresser à ce qui se passe là, c'est-à-dire un peu les confins. Alors, ce que vous voyez là, c'est en fait simplement un agrandissement de cette partie-là, qui est le domaine véritablement cosmologique. Alors, les distances dont il s'agit, voilà, là on parle de la dizaine de mégaparsecs, donc millions, et un parsec, encore une fois, c'est la distance parcourue par la lumière en environ 3 ans. Donc c'est des distances très substantielles. Et donc, voilà ce qu'on observe. Chacun de ces points est en fait une galaxie. Et on constate que cette distribution n'est pas du tout homogène, et on voit ça donc sur des échelles qui couvrent, ces inhomogénéités sont clairement à des échelles de l'ordre de la centaine de mégaparsecs. Donc on parle d'échelles assez colossales. La distribution des galaxies est en fait assez inhomogène. Et dans la suite, je ferai référence à cela en appelant ça les grandes structures de l'univers. C'est-à-dire cette espèce de
de texture, un peu comme peut-être l'ossature d'une éponge, dira-t-on, sur laquelle sont réparties les galaxies. Et puis si on continue à regarder de plus en plus loin, on commence à parcourir des distances 10 gigaparsecs. Alors ça, là, on parle de milliards de parsecs. Et là, c'est en gros la distance, on arrive à des distances telles qu'il faudrait avoir l'intégralité de l'âge de l'univers à un photon pour parcourir cette distance et nous parvenir. Nous allons y revenir. Alors, simplement, ça, cette image-là est un peu inusuelle. C'était juste pour vous permettre de situer en termes d'échelle de quoi on parle. Donc on est vraiment à des échelles très lointaines. Maintenant, on va prendre une image un peu plus conventionnelle. Voilà, nous sommes au centre et voilà la distribution des autres galaxies en fonction de l'éloignement. Et donc, vous voyez peut-être plus clairement. Donc ça, c'est une tranche. Hein, on a regardé autour de nous et puis on a pris les objets sur le ciel et puis on a fait des mesures spectroscopiques pour avoir la position, enfin oui, pour calculer la position de chacun de ces objets et reconstituer cette image où il y a des centaines de milliers de galaxies. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, là, le cercle vert, comme c'est indiqué, il faut 2,7 milliards d'années à la lumière d'une galaxie qui serait sur le cercle vert pour qu'elle nous parvienne. Donc on est vraiment sur des échelles cosmologiques. Alors, la question c'est, est-ce que ça a toujours été? Alors qu'a priori la réponse est non, on est dans un univers dynamique, on a parlé d'un univers en évolution, en expansion, et donc naturellement il y a un enjeu qui est de dire d'où ça vient? Comment on en était arrivé là? Donc c'est une question véritable de cosmogonie, c'est-à-dire où on essaye de comprendre comment se sont structurées les choses, comment a émergé la complexité. Alors, voici une visualisation en fait de la même chose. C'est un grand relevé qui est encore en cours, donc en fait tout n'est pas couvert. Mais ça vous donne bien aussi, maintenant en faisant tourner, donc je vous avais présenté précédemment uniquement une nappe autour. Voilà, donc en fait il y a une série de nappes qui ont été observées. Et donc vous pouvez, par l'imagination, voir un petit peu si on avait tout couvert. Vous voyez que donc manifestement on a une structure un peu alvéolaire. On voit que les galaxies sont donc réparties sur des amas, fabriquent des amas. Les amas sont eux-mêmes reliés par des filaments. Les filaments de galaxies sont souvent reliés par des nappes et ces nappes entourent de grands vides, ou régions où il y a beaucoup moins de galaxies. Donc on a une structure assez complexe. Et que je trouve personnellement fascinante, et dont l'enjeu maintenant est d'essayer de comprendre comment on peut y arriver. Alors, le paradigme actuel, c'est de dire, finalement, il y a eu très tôt dans l'histoire de l'univers des mécanismes physiques qui ont fabriqué de premiers grumeaux, qui ont, au cours de l'évolution temporelle, il y a eu une phase, une des théories, c'est celle dite de l'inflation, au cours de laquelle de microscopiques, enfin de toutes petites fluctuations primordiales ont été engendrées. L'idée est que par la suite, essentiellement sous l'influence de la gravité, ces fluctuations vont croître, les endroits un petit peu plus denses vont devenir encore plus denses et les endroits un peu moins denses vont être encore moins denses, et progressivement pour aboutir à fabriquer cette structure à très grande échelle. Alors, cette idée, en fait, a été proposé quasiment dès les tout débuts de la cosmologie moderne, c'est-à-dire peu de temps après la relativité d'Einstein, notamment par Lemaître, sauf que ça c'était, alors à l'époque il y avait encore on connaissait aucune de ces grandes structures, mais l'idée que quand même la structuration devait s'expliquer et allait être le fait essentiellement de l'influence de la gravité, cette idée est très ancienne. Maintenant, pour aller un peu plus loin, on peut utiliser un ordinateur et à ce moment-là, on va mettre des toutes petites fluctuations primordiales dedans, dont on met les caractéristiques, et on va simuler l'évolution sous l'influence de la gravité. Alors, c'est ce que je vais vous représenter là. C'est un cube qui a été mis dans un ordinateur. Vous voyez au début, mis dans un ordinateur, c'est-à-dire qu'on calcule sur ordinateur l'évolution d'un cube représentatif d'univers. Et au début, vous voyez essentiellement quelque chose qui est homogène. Alors, pour la visualisation, on va prendre juste une petite tranche et on va faire tourner le sens du temps. Alors, pour le moment, c'est essentiellement homogène, vous ne voyez pas grand-chose, mais progressivement, le contraste va augmenter
et j'espère que le contraste va aussi augmenter sur l'écran, parce que moi je le vois sur mon, sur mon écran, mais ça se voit moins bien là-haut. Alors si vous commencez à voir les endroits d'accrétion, donc on voit manifestement des endroits plus denses qui sont en train de se former. Vous voyez la matière qui coule le long des filaments, progressivement qui se forme, et on va le rejouer une deuxième fois. Alors je suis un peu surpris que ça paraisse pas mieux, mais donc ce que vous voyez, c'est, j'espère en tout cas, c'est une augmentation du contraste et progressivement la manière dont les endroits surdenses attirent à eux la matière et évacuent littéralement les endroits plus sous-denses. Et donc vous fabriquez quelque chose qui ressemble manifestement à la structure à grande échelle. Alors maintenant, on va remettre ça dans le contexte. Cette tranche-là, je vais vous montrer maintenant comment elle se resitue dans le cube complet. Et donc au bout de l'évolution, voilà, on a fabriqué une distribution de la matière qui est celle que je suis en train de faire tourner sous vos yeux, et où vous reconnaissez manifestement que l'influence de la gravité sur des petites fluctuations primordiales sont capables d'engendrer une texture similaire à ce que je vous ai montré, étant celle de la distribution des galaxies. Donc, en gros, voilà. Alors, bon, là, on peut zoomer un peu, voir. Alors, pour qu'une galaxie, typiquement, ça serait un de ces petits points. Donc on est vraiment en train de parler de structures à très grande échelle, de même type que celles que je vous ai montrées précédemment. Alors on va s'arrêter là. Alors une chose que cet ordinateur, le fait de mettre un bout d'univers en boîte dans un ordinateur permet de faire une chose, c'est notamment de reproduire, par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une observation. Alors ici, on est en train de regarder un pinceau, on en a fait l'équivalent d'observer dans un pinceau très étroit cette boîte. Et on a parcouru des distances très très grandes. Alors, donc ça représente un pinceau, un faisceau comme ça. Alors pour pouvoir le représenter, quand il en arrive au bout, on l'a replié là. Donc ce qu'on voit, c'est toujours le même faisceau en regardant de plus en plus loin. Donc c'est simplement pour la commodité de la représentation. Sinon, imaginez-vous un très très long pinceau. Et ce que ça montre très bien, c'est que regarder au loin, c'est voir le passé. Puisqu'il y a un point fondamental qui a apporté la relativité, c'est que la vitesse de la lumière n'est pas infinie, et plus exactement est finie. Donc c'est les 300 000 km par seconde usuels. Donc ça veut dire que, évidemment, même si on en prend peu conscience usuellement, quand on regarde qui que ce soit, où que ce soit, on regarde toujours le passé. Le monsieur que je suis en train de regarder, je le vois tel qu'il était il n'y a pas très longtemps. Le soleil, je vois sa couronne à 8 minutes lumière, enfin comme il est à 8 minutes lumière, tel qu'il était il y a 8 minutes. Quand je commence à regarder les galaxies, on parle de millions d'années. Et là, typiquement, les temps de parcours vont commencer à pouvoir représenter des milliards d'années, donc représenter des temps qui ne sont plus négligeables par rapport au temps d'évolution de l'univers lui-même. Et donc, c'est ce qui se voit le long de ce pinceau. Si vous regardez, la structure le long du pinceau n'est pas du tout la même. Donc en fait, ce que vous voyez, c'est simplement quand on observe loin, vous observez dans le passé, et observant dans le passé, les structures ne sont plus les mêmes, elles sont dans l'état de développement où elles étaient à ce moment-là. Donc on observe littéralement le passé. Alors c'est fascinant, et ça permet de faire... non, j'ai été dans la mauvaise direction. Donc on peut essayer de remonter comme ça progressivement de plus en plus loin. Et en fait, l'époque dont je vous ai parlé précédemment, qui est, je vous ai dit, il y a eu un moment, la transition vers la transparence. C'est-à-dire le moment où l'univers a commencé à refroidir suffisamment pour que les premiers atomes apparaissent et donc que la lumière devienne libre et donc que l'univers devienne transparent. Je vous l'ai dit, je vous ai dit, bon, on le mesure. Maintenant, sur un diagramme autour de nous, si on continue à remonter cette si on s'éloigne par rapport à nous, ça s'est passé quand? En fait, c'est ce cercle rouge. Alors, ce cercle rouge, pour vous donner à l'échelle, la distribution des galaxies dont on a parlé précédemment, c'était ce cercle vert. On va changer d'échelle, ce cercle vert, le voilà ici. Et donc, le moment où l'univers, si je regarde de plus en plus loin, donc si je suis ici, je regarde de plus en plus loin, je regarde à des temps de plus en plus reculés, et le moment où l'univers est devenu transparent, eh bien, c'est le temps qui correspond à ce cercle rouge. Et on peut se poser la question, maintenant, en temps, ça représente quoi? Eh bien, en temps, ça représente 300 000 ans après le Big Bang, 370 000 ans après le Big Bang. Donc, en fait, on commence à explorer maintenant les photons qu'on reçoit,
sont des photons qui ont mis presque tout l'âge de l'univers pour nous parvenir. Alors, quel âge? L'âge, c'est de l'ordre de 13 milliards d'années. Et donc, ça, c'est en gros, il faut presque 13 milliards d'années-lumière à la lumière pour parvenir jusqu'à nous. Et c'est des photons qu'on détecte, enfin des photons, des grains de lumière, c'est bien ceux qu'on reçoit dans nos détecteurs aujourd'hui. Alors, j'ai repris le petit dessin précédemment, mais j'ai changé d'échelle là. Donc je vais mettre ensemble maintenant deux idées. Je vous dis, quand on regarde de plus en plus loin, je regarde vers le passé. Et puis je vous ai montré que effectivement, ces structures sont finalement en train d'émerger au cours du temps en se formant, comme je vous ai montré dans l'image sur l'ordinateur. Donc quand je m'éloigne, les structures sont de moins en moins prononcées. C'est ce que je vous ai montré sur le pinceau. Et donc, quand je remonte même au tout premier temps, a priori, je m'attends à ce qu'au moment où l'univers était transparent, il y ait quand même eu déjà les tout premiers grumeaux, l'empreinte déjà de ce qui allait devenir les grandes structures. Et donc, normalement, je m'attends à ce que là, il y ait des petites fluctuations proches du Big Bang au moment où l'univers devient transparent. Alors, si on le fait, je suppose que je prends un zoom, disons, sur une de ces petites régions. Si vous retrouvez l'image que je vous avais présentée précédemment, c'est-à-dire où il y a des protons, des électrons, cette soupe avec des photons qui sont en train d'interagir, il y a, si ce scénario fait sens, on s'attend donc, littéralement, si le scénario fait sens, c'est-à-dire si cette histoire qu'on a construite, ce paradigme de croissance des structures par les mécanismes dont je viens de vous parler, alors on doit s'attendre à ce qu'il y ait des inhomogénéités dans le milieu au moment où l'univers devient transparent, où les photons interagissent pour la dernière fois. Et donc ça va laisser une trace, et cette trace-là se calcule, et ça se traduit par le fait que le rayonnement devrait apparaître un peu plus chaud ou un peu plus froid selon la direction dans laquelle on observe. Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est une carte de tout le ciel, c'est une représentation de la sphère céleste qu'utilisent les astronomes pour vous permettre de situer, voilà la représentation de la surface terrestre dans le même système de coordonnées. Donc ça correspond à un équateur et ça correspond au pôle. Et il faut imaginer que cette carte, vous la repliez pour avoir la représentation de tout le ciel. Alors, ce qu'on attend, c'est précisément que, on attend à voir des grumeaux, c'est-à-dire des variations de température en fonction de la direction, et qui sont littéralement l'empreinte des fluctuations primordiales. Alors évidemment, cette image ne va pas avoir la même texture selon la résolution à laquelle on regarde, de même que si on a plus ou moins grande précision pour observer la Terre, on voit soit que les grandes masses, soit on voit au contraire tous les détails. Mais en gros, on a compris il y a assez longtemps que si on était capable d'observer cette lumière, elle devrait avoir certaines anisotropies, donc anisotropies, des variations de température en fonction de la direction, qui soient directement la trace des grumeaux primordiaux. Alors, donc l'idée générale de tout ce que je vous ai raconté, c'est de dire, finalement, très tôt dans l'histoire de l'univers, vers les 10-30 secondes après le Big Bang, à des échelles d'énergie totalement colossales, en mettant en jeu une physique qui est au-delà de la physique du modèle standard, c'est-à-dire qui n'est pas complètement balisée, on engendre des tout premiers grumeaux. Ces grumeaux vont se développer au cours du temps pour fabriquer la distribution des galaxies qu'on voit aujourd'hui. Mais au cours de cette longue histoire, des tout premiers instants après le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, disons à 13,7 milliards d'années, il y a un moment clé qui est le moment vers 370 000 ans après le Big Bang, où l'univers devient transparent. À cette époque-là, c'est là qu'a été que s'est découplée la lumière de la matière, et on peut observer, et a priori la prédiction, c'est qu'il y a une trace de ces fluctuations, disons à mi-chemin, enfin pas à mi-chemin, mais en cours d'évolution, qui est véritablement l'empreinte. Alors ça, c'était la prédiction. Alors maintenant, pour remettre ça en contexte, ça veut dire que quand je regarde la distribution des galaxies, voilà l'image à peu près la plus profonde qu'on a,
Ça, on observe dans le visible. Si mes yeux étaient capables de percevoir d'autres longueurs d'onde, en fait, ce que je devrais voir, c'est derrière, en fait, baigner cette image dont je vous présentais précédemment, c'est-à-dire ces fluctuations primordiales, mais dans des longueurs d'onde différentes, puisque c'est de la lumière ça correspond à un corps noir à 2,7 degrés Kelvin. Donc ce rayonnement-là, il est dans le millimétrique. L'essentiel du rayonnement, de ce rayonnement-là, est attendu donc à des longueurs d'onde de l'ordre du millimètre. Et donc évidemment, c'est très différent des longueurs d'onde optiques qui sont celles auxquelles nos yeux sont habitués. Alors, donc la prédiction, c'est ça. Alors, il faut que j'introduise un outil, mais vous n'avez pas besoin de comprendre le détail. Pour pouvoir, simplement une carte, c'est une chose, mais encore faut-il être capable de comparer les prédictions aux observations. Alors pour ça, on va faire, comme on parle beaucoup de biométrie, j'ai pensé tout à l'heure à de la cosmométrie, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'empreinte digitale d'une carte, c'est-à-dire qu'on peut caractériser, on peut analyser par des techniques mathématiques la distribution des fluctuations, et ça revient à dire qu'on peut, en fonction de la résolution à laquelle on regarde la carte, on peut tracer une courbe qui est la caractéristique de cette carte et qui dit en gros la hauteur relative des bosses et des creux de la carte aux différentes échelles. Alors, le seul point qui est important, je ne cherche pas du tout à faire comprendre le détail, le point qui est important, c'est que cette courbe-là est parfaitement bien prédite par la théorie. On la connaît et elle reflète, sa forme reflète les paramètres du modèle et notamment de quoi est fait l'univers. Et donc, a priori, alors je vais... Voilà un exemple de calcul dont je ne chercherai pas à vous donner le détail, mais voilà, regardez tout simplement la courbe noire. Eh bien, cette courbe noire, qui est donc cette espèce d'empreinte digitale ou cette manière de caractériser les anisotropies, se déforme sous l'influence de différents paramètres comme le taux d'expansion de l'univers, la quantité de matière sous des différentes formes, etc. Et donc, la chose qui est extraordinaire, c'est que on a deux points. On a d'abord, si on a compris quelque chose dans ce scénario global d'évolution, alors il doit y avoir des anisotropies dans une certaine catégorie de longueur d'onde. Deuxièmement, la mesure de ces anisotropies nous permet d'accéder à des tas de paramètres qui décrivent notre univers, sa constitution, etc., et qu'il serait très difficile d'avoir par ailleurs. Alors, ça, les articles qui ont commencé à faire ce genre de calcul, comme vous voyez, dès 69, les idées essentielles étaient présentes. Évidemment, il y a eu après des centaines d'articles qui ont travaillé sur le sujet, mais le point qui était difficile, c'était d'obtenir les techniques observationnelles et la précision qui permettent de mesurer ces fluctuations. Alors pendant très longtemps, en fait, on n'a eu que des limites supérieures, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que d'abord, il n'y avait pas de fluctuation au niveau d'une fraction de degré, puis qu'il n'y avait pas de fluctuation au niveau du millième de degré, puis du 10 millième de degré. Alors ça commençait à devenir... Donc à chaque fois, il faut trouver des techniques observationnelles de plus en plus pointues pour aller chercher un signal de plus en plus faible. Et là, la grande nouvelle, elle a été apportée, encore une fois, par le satellite COBE, qui a été le premier à trouver les fluctuations primordiales, enfin cette carte des anisotropies, et en faire une première cartographie la voilà. Ce qu'on voit en fait au centre, c'est l'émission de notre galaxie. Donc la partie primordiale, ce n'est que la partie au-dessus, qui nous a donné cette première image. Donc en fait, finalement, les anisotropies ont été trouvées, mais avec au départ une résolution, une qualité du signal obtenu qui ne permettait pas de dire grand-chose sur l'ensemble des paramètres qui gouvernent l'évolution de notre univers. Bien. Je vais sauter. Alors, il y a eu tout un tas il y a eu un effort observationnel colossal qui a été poursuivi avec des campagnes en ballon, au sol, pour progressivement essayer de préciser les contours de cette carte. Mais le grand pas en avant a été fait
grâce à un deuxième satellite qui est dédié à ce sujet-là, qui s'appelle WMAP, qui a été lancé en juin 2001. Alors WMAP pour Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, donc sonde des anisotropies micro-ondes, donc cosmologiques. Et Wilkinson, c'est Dave Wilkinson, qui a été un des pionniers de ce domaine et qui était un de ceux qui justement avait expliqué à Penzias et Wilson ce qu'ils avaient trouvé. Alors la mesure de WMAP, là voilà. Donc ça comme c'est assez récent, je vous montre les données telles quelles. Donc voilà, c'est le ciel mesuré dans tout un tas. Alors c'est des fréquences, mais ça correspond à des longueurs d'onde de l'ordre du millimètre. Voilà le ciel dans 5 gammes de fréquences. Alors vous observez plusieurs choses. Vous observez d'abord qu'il y a le plan de notre galaxie. Ça, on ne peut pas voir vraiment les fluctuations primordiales à travers le plan de notre galaxie parce qu'il y a trop d'émissions et donc c'est un peu opaque. Donc ça nous bouche la vue. Mais si on regarde à suffisamment haute latitude galactique, c'est-à-dire quand on regarde hors du plan, on observe ces grumeaux avec beaucoup plus de résolution et on observe que ces grumeaux sont bien les mêmes tels qu'on l'attend aux différentes fréquences. Donc on peut maintenant combiner ces images entre elles pour en extraire la partie véritablement purement cosmologique, c'est-à-dire le signal qui vient des premiers temps après le Big Bang. Donc on fait une séparation des différentes composantes et voilà donc la carte actuelle des anisotropies. Donc ça, c'est la vision actuelle et pour comparer, voilà, ça c'est la vision que nous avait donnée Kobe, c'est la vision qu'on a aujourd'hui et maintenant la caractérisation ou l'empreinte digitale, si vous voulez, de cette distribution, là voilà, ce sont ces points-là qui sont avec ces toutes petites barres d'erreur tout le long là, et vous voyez en rouge un des modèles théoriques qui a été ajusté sur ces données-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que d'abord, les anisotropies, on les a trouvées. Ensuite, que le type de caractéristiques qu'elles présentent correspondent bien à ce qui est attendu, c'est-à-dire qu'on attend effectivement quelque chose avec des bosses, des creux d'un certain type. Et par ailleurs, quand on regarde dans le bestiaire de modèles qui avait été précalculé, eh bien, il y en a toute une classe qui marche très très bien, qui ajuste très bien les données. Et donc maintenant, on peut se contenter de dire quels sont les paramètres de ce modèle qui ajustent les données. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que ça correspond, alors ça fixe un certain nombre de paramètres dont je n'ai pas encore parlé, mais ça fixe aussi les grandes lignes de la composition de l'univers. Et ce qui sort est extrêmement surprenant. Pour l'essentiel, la matière usuelle, ce dont nous sommes faits, ce qu'on appelle les baryons, ça représente à peu près 5% de la soupe cosmique, donc peu de choses. Le rayonnement cosmique de fond, lui, il pèse pas grand-chose, parce que même si c'est presque tous les photons de l'univers, ça représente peu en énergie. Et puis, il y a quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, la matière noire froide. C'est-à-dire, en fait, c'est de la matière sombre qui ne se comporte pas comme la matière usuelle, c'est-à-dire qu'elle n'interagit pas avec la lumière de manière électromagnétique, mais pourtant elle pèse. Alors, c'est pas quelque chose qui est totalement nouveau, puisque en fait, elle a été introduite assez tôt dans l'histoire de la cosmologie, et on a plein d'autres indications de sa présence, notamment quand on regarde l'image déformée quand on regarde des galaxies, en fait, très souvent, quand il y a un objet massif, la galaxie est déformée par la masse intervenante. Donc, c'est un effet de l'anti-âge gravitationnel. Avec ce type d'outil, on peut accéder à une partie de la distribution de masse et on voit effectivement qu'il y a beaucoup plus de masse dans l'univers que la matière usuelle et que ce qu'on observe. Simplement, on avait une longue controverse sur la quantité. Eh bien, ces résultats récents indiquent qu'il y aurait probablement 30% du tout sous forme de cette matière. Et puis alors, encore plus surprenant, vous en avez peut-être aussi entendu parler, il faut, pour que l'ensemble, que la théorie colle bien que les prédictions collent bien à ce qui a été mesuré, avoir une très grande quantité de ce qu'on peut appeler énergie noire. Alors énergie noire, c'est un drôle de terme, c'est un terme dit répulsif dans les équations, qui peut s'expliquer de différentes manières. Et en fait, une classe d'interprétation correspond à dire que c'est de l'énergie noire. Une autre classe d'interprétation dit qu'en fait, les équations d'Einstein doivent être légèrement modifiées. Et en fait, c'est ce qu'il avait appelé la constante cosmologique, c'est-à-dire un terme autre dans les équations. Et donc, ça, c'est pas tranché aujourd'hui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un effet, qu'on le mesure. Maintenant, ce que c'est, eh bien, on n'en sait rien. Alors,
je voudrais, dans les quelques minutes qui me restent, non, je vais sauter tout ça parce que je pense que c'est... J'aimerais conclure maintenant pour essayer de dire, bon, bah, finalement, puisque on a tout un ensemble d'indications qui me permettent de raccorder différentes observations entre elles. Et donc, une des choses que je peux faire, c'est essayer de mettre toutes les informations dont je dispose pour avoir, en gros, une caractérisation de l'amplitude des fluctuations aux différentes échelles dans le cosmos, c'est-à-dire quelle est typiquement la taille des grumeaux, comment les objets sont denses aux différentes échelles. Alors, cette courbe, ça n'a pas beaucoup d'importance, le détail de la signification de cette courbe. Enfin, ça a beaucoup d'importance si vous êtes étudiant ou que vous êtes en train d'étudier la cosmologie. C'est pas ce que je dis, mais la compréhension détaillée me prendrait trop de temps pour l'introduire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a tout un tas de sondes observationnelles de nature différente, utilisant des outils très différents, sondant des époques et des échelles différentes. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, tout ça, toutes ces différentes indications se superposent et définissent une courbe unique qui permet de relier à la fois les anisotropies du corps noir cosmologique, la distribution des galaxies, la distribution des amas, la distribution de la matière sombre telle qu'elle est déduite des effets de déformation gravitationnelle des images. Et tout ça, finalement, définit une courbe unique. Et il n'y a aucune raison, si la théorie sous-jacente n'est pas correcte. Donc en fait, on a une indication très forte qu'on a un modèle assez cohérent et où tout tombe en place. Mais, il faut le dire, ça correspond à une théorie dans laquelle l'univers ne contient que 5% d'atomes usuels, 25% de matière sombre et 70% d'énergie sombre, ce qui est un peu surprenant. Alors, ce n'est pas la première fois non plus que dans l'histoire de la physique, on doit, pour donner un sens global aux choses, on doit postuler qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore vues, qui existent et qu'on va découvrir. En cosmologie, on en est là. Donc, pour conclure, la cosmologie dispose aujourd'hui d'un modèle minimal cohérent dans lequel on peut peser les différents constituants de l'univers, parce que j'ai reproduit ce camembert. Le deuxième point, c'est que les anisotropies du rayonnement cosmique de fond non seulement permettent d'asseoir le paradigme général du modèle, mais permettent aussi de calculer très précisément ces différents paramètres. Cependant, on est loin d'être satisfait de l'état dans lequel on est actuellement, au sens où, d'abord, ce qu'on est capable d'inférer sur les caractéristiques des fluctuations primordiales est finalement assez faible. En tout cas, on pense qu'il y a encore beaucoup d'informations en développant encore la technologie et en continuant les différentes expériences, on va pouvoir progresser nettement et extraire encore de l'information. Donc, on aura encore des choses nouvelles à raconter. Cependant, en dépit de ces progrès, on ne connaît toujours pas la nature précise de la matière sombre ni celle de l'énergie sombre. Et donc ça vaut probablement la peine de se poser quelques questions sur où on en est. Et donc j'aimerais conclure sur un ou deux points. C'est que la physique nous a permis, comme je vous en ai montré quelques aspects, nous a permis de construire un scénario cohérent à la fois pour l'évolution de l'univers, mais aussi pour sa structuration, pour sa cosmogonie. Et en faisant ça, on a fait un certain nombre de prédictions qui se sont avérées exactes et donc qui ont permis d'augmenter notre confiance dans le modèle, d'avoir d'autres inférences. Et donc on pense qu'on a un modèle qui commence à être bien établi par les faits. Mais évidemment, comme toujours en physique, on peut pas dire, en science, pas simplement en physique, on peut pas dire qu'on a la vérité. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a construit un schéma explicatif et qui n'est pas en conflit avec les faits. Et plus ce schéma est prédictif et confronté avec la réalité, ou quand on pose une question à la nature, si la réponse est celle qu'on attend, plus on construit notre confiance dans ce modèle. Bien évidemment,
quelque chose qui rentre pas dans le modèle suffit à le falsifier. Donc, et pour le moment, donc, on a réussi, et je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, en utilisant les outils de la physique et de l'astronomie, à construire un modèle cosmologique qui rend en compte en gros, l'émergence des structures dans l'univers. Cependant, les succès même nous amènent à étendre considérablement notre domaine d'étude, et donc notamment là on commence à pouvoir poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé, ou à chercher des traces de qu'est-ce qui s'est passé aux tout premiers instants du Big Bang, à des moments où les échelles d'énergie, où l'énergie était à des niveaux absolument colossaux, bien au-delà de ce qu'on peut tester dans les accélérateurs aujourd'hui. Et donc, bien évidemment, on commence à rentrer dans des domaines où les outils physiques forgés jusqu'à maintenant sortent de leur domaine de validité et où, à un moment donné, on va bien tomber sur un os. C'est même pour ça qu'on fait ça. Donc, c'est aussi la manière de progresser et d'aller au-delà de la physique qu'on a actuellement. Alors, il se trouve qu'il existe un certain nombre de difficultés dans lesquelles je ne suis pas rentré, mais qui correspondent sur la distribution de la matière à petite échelle. Et à l'heure actuelle, ce sont des débats qui agitent les spécialistes. Est-ce que ces prédictions erronées à certaines échelles, qu'est-ce que ça veut dire et quelle en est la signification ? Est-ce que c'est simplement qu'il y a certaines propriétés de la matière sombre qu'on a ça nous indique qu'il y a des propriétés nouvelles de la matière qu'il faut aller rechercher. Mais peut-être que c'est encore plus intéressant que ça et que finalement, ça nous indique quelque chose de plus radical et qu'il faut aller vers des modifications de la relativité. Peut-être que c'est la trace du fait que nous vivons sur des brânes d'un univers à 11 dimensions, comme certains de mes collègues précédemment ont dû vous le dire. Ça, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que l'univers laboratoire reste un endroit extraordinaire pour faire de la physique. Et je vais m'arrêter là. Merci, Monsieur Boucher. Nous allons passer aux questions. Je vous demanderai de vous lever. Vous avez une question à droite. Ici. J'ai une question. On a vu que sur des distances de 100 millions d'années-lumière, il y a des structures qui apparemment sont liées par la gravitation, parce que les amas, les amas de galaxies ou les groupes d'amas, ils ne se déchirent pas selon l'expansion de l'univers. Mais à quel moment l'expansion prévaut sur la gravitation? Les deux choses ne sont pas la même chose, parce que la gravitation c'est proportionnel à la masse, l'expansion c'est proportionnel à la distance. Quand l'expansion va vaincre la gravitation? Merci. Alors, justement, l'image que vous pouvez avoir, c'est que au départ, quand il y a peu de structure, finalement, tout est en expansion à peu près homogène. Et donc, ça, c'est le premier point. Mais au fur et à mesure du développement de fluctuations qui deviennent de plus en plus denses, progressivement, vous imaginez bien que ça correspond à l'endroit sous-dense, à un ralentissement de l'expansion à cet endroit-là, une augmentation de la densité, jusqu'à un moment caractéristique pour cet objet, qui va être le moment où il va décrocher de l'expansion, et lui, il va devenir suffisamment dense pour avoir sa propre identité. Notre galaxie, enfin nous, on n'est pas en expansion, mais même notre galaxie, ou même un amas, ce sont des objets qui ont une entité qui est découplée de l'expansion, puisque c'est devenu suffisamment dense pour que l'autogravité permette de se tenir en quelque sorte. Et donc, notamment notre galaxie a une taille physique bien donnée. Simplement, c'est les galaxies qui, entre elles, sont en expansion. Une question à gauche. Juste une question très simple. Est-ce que vous avez quelques hypothèses sur l'origine de la matière primordiale et de l'énergie primordiale?
Non. Enfin, je peux élaborer un tout petit peu, mais en gros, vous êtes en train de me dire pourquoi l'être et pas le néant. Et là, j'ai pas beaucoup de réponses. Pourquoi il y a de l'énergie, pourquoi il y a un univers, ça, j'ai pas grand-chose à en dire. Une autre question à gauche. Oui, vous avez montré des simulations numériques d'une masse sous gravité pour produire ces filaments et ces distributions de matière, mais il n'y a rien qui ressemble plus à quelque chose de filamenteux que quelque chose d'autre de filamenteux. Est-ce qu'il y a une façon de caractériser l'accord que vous obtenez? Est-ce qu'il y a une dimension fractale, une façon de caractériser la distribution de la masse et comparer avec ce que vous observez? Vous avez bien évidemment raison. On ne peut pas simplement se contenter de regarder une image et dire ça ressemble. Enfin, mais cependant, l'œil est en fait quelque chose de très très bon pour analyser. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, évidemment, le type d'outils mathématiques ou de caractérisation dépend de la richesse des données qu'on a. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'était, en tout cas quand je faisais ma thèse, on calculait essentiellement des fonctions de corrélation des bas ordres, c'est-à-dire une fonction de corrélation à 2 points, à 3 points, à 4 points. Et donc, ça a été la première chose. Bien évidemment, on a mesuré des exposants fractales, on a mesuré des longueurs de percolation, et puis, en gros, tous les outils disponibles pour essayer de caractériser un champ aléatoire. Alors, en fait, je vous en ai montré un. Je suis en train de penser. Je vous ai montré un spectre de puissance à la fin quand j'ai dit les choses sont cohérentes entre elles. Ce spectre de puissance qui, alors, si vous me permettez 2 secondes, en gros, c'est la transformée de Fourier de la fonction de corrélation. C'est un des indicateurs qu'on a pour caractériser de manière simple la distribution. Mais c'est pauvre, parce que ce n'est qu'une fonction de la distance. Mais celui-là marche bien. Et donc, on a toute une batterie de tests pour juger de l'adéquation, disons, des modèles qui sortent de l'ordinateur ou d'un certain nombre de calculs par rapport à la véritable distribution. Cependant, il y a une difficulté dont j'ai peu eu le temps de parler, évidemment, puisque j'ai essayé de couvrir beaucoup de choses. La difficulté est la suivante. Ce qu'on est capable de suivre de manière appropriée avec de la physique simple dans le contexte cosmologique et sur un ordinateur, c'est la distribution de la matière pesante. Et donc ça, c'est ce que je vous ai montré. En fait, c'est notamment les distributions, c'est des distributions de la densité. Or, en fait, ce qu'on observe, c'est la distribution de la lumière. C'est-à-dire pas simplement la matière qui pèse, mais en fait la lumière émise par les galaxies. Et donc là, il y a un gros saut qui est, est-ce que la distribution de la lumière est similaire, est-ce que c'est à celle de la matière? Dit autrement, est-ce que les galaxies sont un bon traceur de la distribution de matière sous-jacente? Et ça, c'est une question qui nous a énormément agité pendant de nombreuses années. Ce qui est en train d'émerger, enfin d'être de plus en plus confirmé, c'est que oui, finalement, c'est un assez bon traceur. Cependant, il y a des cas où il y a un certain nombre de subtilités où il faut prendre en compte le fait que c'est un traceur qui peut être infidèle. Donc, c'est donc pas tout à fait aussi simple. Une question au milieu. Bonsoir. Je voulais savoir la lumière. Est-ce que vous êtes sûr que la lumière, c'est la théorie de la relativité générale. La lumière se propage-t-elle la lumière, est-ce que vous êtes sûr qu'elle se propage en ligne droite? Elle suit les géodésiques donc de l'espace-temps de la relativité générale. Donc comment vous pouvez, dans votre modèle, est-ce que la lumière, comment vous pouvez être sûr que ce que vous voyez, ça vient de par là, et ça vient pas de derrière, ou c'est pas modifié par un trou noir, etc. Alors, comme je l'ai indiqué dès l'introduction, la cosmologie est basée sur une théorie qui est celle de la relativité générale. Donc, après, d'une certaine manière, la seule chose qu'on peut faire, c'est juger l'arbre à ses fruits. Donc, on utilise la théorie et on voit si on progresse avec elle, on peut faire des prédictions et est-ce que ça marche. Maintenant, il est vrai que ça pose un problème presque épistémologique puisque la théorie a bien été vérifiée à des échelles ridiculement petites, puisqu'en gros, c'est là où on a de bonnes vérifications au départ, c'est celle du système solaire. Et donc, il faut qu'en même temps qu'on utilise la théorie pour faire de la cosmologie, on utilise la cosmologie elle-même pour valider la théorie. Et donc, oui, il y a ce double mouvement.
Et donc c'est pour ça qu'on a besoin, notamment pour pouvoir progresser dans la validation, d'avoir des observables, des sondes qui sont de nature distincte, qui sont reliées et qui ne font sens qu'à travers l'utilisation de la théorie. Et donc qui permettent d'avoir des relations tests, si vous voulez, qui disent finalement, à travers la théorie, ce que j'observe à ces échelles de temps et à ces échelles d'espace est relié à ces autres échelles de temps et d'espace, et puis on voit si ça marche. Donc c'est vrai que ce qu'on fait, on valide en même temps la théorie sous-jacente et la manière de l'utiliser. C'est ce qui est un peu difficile, et donc ça fait partie de... Il y a toujours eu en cosmologie ce débat récurrent de dire est-ce qu'il faut changer un peu la théorie ou est-ce qu'il manque des bouts, etc. Ça fait partie du débat. Question à gauche. La frustration, quel merveilleux outil pour un enseignant. Vous vous êtes arrêté juste trop tôt. Non, vos collègues ne nous ont pas encore parlé des 11 dimensions de l'univers. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans les jours à venir. Mais votre système à l'œil nu et béotien semble n'avoir que 3 dimensions, plus une pour le temps. Qu'en pensez-vous? Notre système... attendez. Votre modèle, pardon. Votre modèle. Oui, encore une fois, là on est dans le contexte classique de 3 plus 1 dimension de la relativité générale. De toute façon, cette description-là, pour le moment, est bien, autant que je puisse en juger à partir de la compréhension des travaux de mes collègues, ça reste quand même une description effective, y compris si on est à 11 dimensions. Elles sont toutes repliées dans des dimensions microscopiques, et donc, aux échelles qui nous intéressent, pour l'essentiel, on vit dans un univers à 3 plus 1. Simplement, pour certains types d'effets physiques, à ce moment-là, oui, il faut faire appel à une description plus large. Mais nous, on vit dans 3 plus 1. Et donc, oui, le modèle, en l'occurrence, qu'on utilise en cosmologie est aussi à 3 plus 1. Simplement, il y a un moment donné où peut-être qu'on commence à toucher un certain nombre de points, notamment sur la génération des fluctuations primordiales, où peut-être que ces extensions touchant notamment au nombre de dimensions sont nécessaires. Une question en haut à droite. Oui, en fait, j'ai un problème, j'arrive pas à comprendre. Là. S'il vous plaît, vous pouvez vous lever. Ah, ça y est. En fait, vous faites des cubes, pour nous aider à faire une représentation de l'univers. Et j'arrive pas à comprendre, puisque la cosmologie s'appuie sur la relativité générale, comment, alors que l'espace-temps est courbe, on peut comme ça avoir une forme de l'univers. Après, j'aimerais aussi savoir, en fait, si on peut parler de forme de l'univers en s'appuyant sur la relativité générale. Et une dernière petite question, très petite, mais on dit que le Big Bang a eu lieu partout. Je comprends pas ce que ça veut dire, puisque si on observe une expansion des galaxies, est-ce que ça veut dire que quand on fait le chemin inverse, elles se sont au départ toutes réunies en un même lieu? Est-ce que la soupe a un lieu bien précis? J'arrive pas trop à saisir ça. On va en prendre une ou deux. Alors, la courbure, effectivement, c'est quelque chose qui... d'abord, ça se mesure, et donc, la courbure d'un espace, c'est quelque chose qui est expérimental, a priori. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est l'équivalent dans un espace à 3 dimensions de ce que vous faites dans un espace à 2 dimensions pour calculer sa courbure, puisque ça a été montré par Gauss, c'est une caractéristique intrinsèque d'un espace, et donc, la manière usuelle de le faire, c'est par exemple en prenant un triangle et en regardant la somme des angles de ce triangle. Vous savez qu'en géométrie euclidienne, la somme des angles fait 180 degrés. En revanche, si vous essayez de poser un triangle sur la surface d'une sphère ou sur la surface d'une selle de cheval, vous allez obtenir plus ou moins que 180 degrés comme somme. Et ça se comprend très très bien, puisque par exemple, pour fabriquer une surface à courbure positive, par exemple comme celle d'une sphère, il faut que je découpe un petit bout d'une feuille et que je raboute, en gros. Donc vous imaginez bien que le triangle qui était comme ça, maintenant, vous avez enlevé un bout de son angle. Donc vous voyez littéralement que vous avez directement une mesure de la courbure.
de manière symétrique pour une selle de cheval, il va falloir qu'au contraire, je rajoute une bandelette de papier. Donc vous avez aussi une différence d'angle. Donc tout ça pour dire, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, une grande partie de ce que j'ai raconté, c'est trouver des manières, notamment, de calculer la courbure de l'espace. Alors ça, c'était un des points. Sur le... Attendez, il y en avait beaucoup. C'était quoi votre deuxième question ? Ah, la forme de l'univers. Alors, la relativité générale ne dit pas grand-chose, c'est sur des équations locales. Donc, ça ne dit pas grand-chose sur ce qu'on appelle la topologie à très grande échelle, et donc est-ce que l'univers, par exemple, pourrait correspondre à la réplication d'un volume élémentaire, dit autrement avoir une certaine périodicité. Bon, ça a fait la une de journaux d'ici il n'y a pas très longtemps. De ce point de vue-là, nous n'avons aucun guide théorique. Enfin, je vais le dire de manière peut-être un petit peu moins provocatrice. La relativité ne dit rien sur la topologie. Tout ce qu'elle dit, donc elle relie le contenu au contenant, si vous voulez. Donc effectivement, selon le contenu, il va y avoir une certaine courbure, etc. Elle ne dit pas ce qui se passe à très grande échelle. Et donc notamment, il se trouve que le cube que je vous ai montré était un univers périodique. Pour pouvoir représenter un bout d'univers, eh ben en fait, ce qu'on fait, c'est dans les simulations numériques, on suppose que ce cube est infiniment répliqué, et donc on a des conditions de périodicité au bord. Donc en fait, ça, c'est un univers ayant une topologie tout à fait particulière. Maintenant, ça, c'est une question qui doit... Alors, quand je disais, qu'est-ce qu'on a comme guide ? Ben, on a les guides des mathématiques qui ont répertorié, selon la courbure, le type de topologie ou de manière de replier un espace sur lui-même qui est possible. Donc, en fait, on a quelques guides. Simplement, derrière, ce qu'il faut, c'est essayer de le déterminer, c'est-à-dire de savoir dans quel type d'univers on vit. Est-ce qu'a priori, l'univers le plus simple, qui correspond à un univers n'ayant pas de réplication, si vous voulez, est-ce que c'est celui dans lequel on vit, ou est-ce qu'on a au contraire des indications que on est dans un univers ayant une topologie, dirons-nous, non triviale. Alors, un certain nombre de alors c'est pas très simple à tester de manière observationnelle, mais il se trouve que si vous imaginez qu'on est, par exemple, dans un cube et que ce cube-là, il est d'une taille comparable à l'univers observable, alors on peut trouver une signature dans le rayonnement de corps noir dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on s'attend à un certain nombre de signatures dans lesquelles je ne veux pas rentrer dans le détail, mais qui sont une sorte d'indicateur potentiel d'une topologie non triviale. Alors il y a eu pas mal d'excitation parce que un certain nombre des résultats de WMAP peuvent s'interpréter comme une indication d'une topologie non triviale. Simplement, une partie de l'excitation est retombée parce que des analyses complémentaires qui ont été faites peuvent exclure la plupart, un grand nombre des modèles topologiques proposés. Alors, c'est un sujet qui est toujours en cours. Pour le moment, on peut continuer à vivre en supposant, comme hypothèse a minima, qu'on est dans un univers sans réplication, si vous voulez, mais on ne peut pas exclure totalement tous les cas de figure. Et donc, la recherche continue sur ces points-là. Une question au milieu. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, en fait, comment s'expliquaient aujourd'hui les fluctuations primordiales dans l'univers primordial. Si on a des explications par rapport à la matière noire ou bien des fluctuations quantiques ou je ne sais quoi d'autre. Alors, il y a eu plusieurs classes de modèles qui ont été proposées. L'une a clairement une classe de mécanismes dits d'inflation est ce qui est pour le moment le plus satisfaisant. L'idée générale de ce mécanisme, c'est qu'à un moment donné, on change
on change de phase dans l'univers, ça se traduit par une période d'inflation exponentielle. Et au cours de cette période-là, des fluctuations quantiques peuvent se retrouver dilatées jusqu'à des échelles cosmologiques. Et donc, le côté... alors, on peut fabriquer des petits modèles en se donnant des propriétés assez ad hoc du champ, enfin du morceau de théorie qui décrit ce mécanisme. Et puis, après ça, voir si on arrive à fabriquer des fluctuations qui aient les bonnes propriétés. La réponse est oui. Donc, cette théorie dite de l'inflation est la théorie qui est favorite à l'heure actuelle. Cependant, j'en ai peu parlé et je la considère pas encore comme une partie à titre personnel, comme une partie du pulse ou du modèle, du paradigme général d'explication, pour la raison suivante. L'essentiel des prédictions de l'inflation sont, à mon sens, essentiellement des post-dictions. En l'occurrence, c'est une classe de mécanismes qui a permis de justifier des hypothèses qui avaient été faites avant que n'apparaisse la théorie de l'inflation. Donc, il y avait des choses sur la courbure de l'univers, sur le type de fluctuations aux différentes échelles, etc. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en gros, ce qu'a fait l'inflation, c'est de fournir un mécanisme physique satisfaisant pour expliquer l'intégralité des choses qui avaient été que certains avaient supposées et qui se sont avérées correctes suite aux mesures. Donc, on a effectivement bien une théorie explicative et qui est parfaitement satisfaisante en termes d'expliquer ce qui est observé, mais qui n'est pas satisfaisante du point de vue de la théorie physique, au sens où elle n'a pas encore fait de prédiction qui se soit par la suite avérée exacte. Alors, c'est justement un des enjeux majeurs des expériences futures, où on essaye de trouver un certain nombre de signatures d'une période d'inflation, et notamment un fond d'onde gravitationnel primordial, qui pourrait laisser une signature ténue sur les caractéristiques des anisotropies du corps noir. Et c'est une des raisons pour lesquelles on commence à inventer les expériences du futur pour tester ce genre de choses. Donc, on a une classe de théorie, parce qu'en fait l'inflation c'est plutôt une classe de théorie, c'est un mécanisme, on va dire, qui permet plusieurs réalisations. À l'heure actuelle, les données ne sont pas suffisantes pour faire vraiment le ménage entre différentes sous-catégories. Donc, et ça, on pense que notamment les résultats du prochain satellite de mesure du corps noir cosmologique qui s'appelle Planck, qui est un satellite européen dont les Français ont la maîtrise d'œuvre et dont je suis co-responsable. Ce satellite a justement comme objectif de contribuer à faire la part entre ces différents modèles. Mais là encore, on sera assez peu dans l'ère de la prédiction. Donc je ne pense pas qu'on est tout de suite dans un cas où on puisse dire que cette partie-là fait une partie intégrante du modèle. On n'a pas trouvé mieux. Voilà, je vais vous répondre plutôt comme ça. On passera aux deux dernières questions. Une à droite. Oui, bonjour et merci. J'ai une question qui me trotte dans la tête. Si j'ai bien compris, entre l'atome primitif et la fin de la soupe, la matière et les photons étaient tous ensemble prisonniers. À partir du moment où l'univers est devenu transparent, les photons sont partis à toute vitesse, tel le lièvre dans la fable, et la matière a suivi, telle la tortue. Environ 13 milliards d'années après, comment peut-on voir les photons qui, si je calcule un tout petit peu, vont beaucoup plus vite que la matière et se trouvent très très loin derrière nous? Comment peut-on les voir, ces photons primitifs? Alors, ils sont partout. Donc, en fait, il faut imaginer qu'ils baignent tout l'univers et ils se déplacent effectivement sur des distances colossales. Alors, premier point, c'est donc que ce fond, il est présent dans tout l'univers, pour commencer. Nous, on reçoit... Quels photons on peut recevoir?
puisque c'est des photons qui n'ont pas eu d'interaction avec le reste de la matière depuis à peu près 13 milliards d'années, et que c'était période de la transparence, manifestement, nous, les seuls photons qu'on peut voir, c'est ceux qui ont interagi pour la dernière fois à une distance correspondant à de l'ordre de 13 milliards d'années-lumière. C'est ce qui définit justement, donc c'est cette idée de, quand j'observe la surface du Soleil, j'observe les photons lancés il y a 8 minutes, quand je regarde les galaxies, je remonte dans le temps, et en distance, c'est les deux, je ne vois toujours qu'une tranche d'espace-temps, c'est les deux qui sont unifiés. Quand je peux pas voir, je ne vois que... Donc quand je parcours des distances de plus en plus grandes, je remonte de plus en plus dans le temps. Donc c'est tout ce que je suis en train de faire. Maintenant, je suis pas tout ce que je suis. Par ailleurs, la matière dont on parle, c'est la matière qui est autour de moi. Donc celle-là, c'est pas cette matière-là, c'est pas ce tas de matière-là locale qui interagit avec les photons que je reçois. C'est simplement ces photons traduisent les fluctuations primordiales qu'il y avait à cette distance-là et qui s'avèrent, quand on les fait évoluer, générer des structures qui sont similaires à celles qui sont locales. Donc on n'est pas en train de dire j'observe simultanément des choses aujourd'hui et le même endroit, je l'observe il y a 13 milliards d'années. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, la seule chose que je peux faire, c'est observer des choses, disons localement aujourd'hui, et puis des choses distantes telles qu'elles étaient il y a longtemps. Et donc, je suis pas du tout en train de relier directement l'empreinte sur le rayonnement que font les structures autour de moi. C'est l'empreinte sur le rayonnement de structures similaires à celles qui se sont développées localement, mais telles qu'elles étaient à une distance de 13 milliards d'années, il y a 13 milliards d'années-lumière, il y a 13 milliards d'années. Est-ce que je me fais... Donc, ça fonctionne? Oui. J'ai eu cette idée, enfin, ça a commencé à me trotter dans la tête il y a une trentaine d'années, donc je ne suis pas très rapide. J'ai fait d'autres choses depuis. C'était en voyant un éclair, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les trajectoires dans le milieu sportif, et en voyant un éclair et en voyant des gens qui me disaient « Oh, on peut voir très très loin, d'accord ?» Et si je vois cet éclair, il est évident que la lumière va beaucoup plus vite que le son. Donc je vois d'abord la lumière. Quelques instants après, ça dépend de la distance, j'écoute. Mais si je fais une petite expérience, je ferme les yeux. Et on me demande d'ouvrir les yeux au moment où j'entends le son. Il est évident que les photons correspondant au son seront loin derrière. Donc, comment est-ce que je peux avoir l'image de l'éclair au moment où le son m'arrive? C'est le différentiel de vitesse entre les photons et la matière qui me pose problème. Ça voudrait dire que notre matière, notre Terre, notre système solaire qui était au même endroit dans la soupe primitive, ont voyagé sensiblement à la même vitesse que les photons qui portent l'image de ce Big Bang. C'est là où je ne vois pas... Non, parce que là, vous pensez que ce qu'on reçoit comme empreinte, c'est l'empreinte locale de notre Terre, disons, pour simplifier. Or, c'est pas ça que je vous dis. C'est l'empreinte de fluctuations similaires à celles qui ont engendré notre Terre. Mais c'est pas la même, parce que ça, sinon, on rentre effectivement dans votre problème. Donc, imaginez, si vous voulez, que dans tout l'univers, vous avez des fluctuations, elles sont en train de croître, l'univers devient transparent, etc., emporte cette image dans toutes les directions, d'accord? Mais si là, localement, moi, ce que je peux recevoir, c'est simplement l'image de l'empreinte de ce qui vient de très loin. C'est pas l'image locale. Parce que, donc, la matière, elle ne s'est pas déplacée. Moi, si vous voulez, je reste sur ce qui va devenir la Terre ou ma ligne d'espace-temps, je ne bouge pas. Et simplement, je reçois progressivement, quand je regarde de plus en plus loin, des images de plus en plus dans le passé. Donc, l'empreinte de protostructure à une très grande distance, mais pas celle locale. Donc sinon effectivement, ça n'a pas de sens. Une dernière question à gauche.
J'espère que je ne vais pas faire double emploi avec la question précédente, mais au tout début, il y avait un diagramme qui indiquait l'âge et la distance. Il dit que maintenant, on utilise ce diagramme pour évaluer la distance des objets observés. Alors ma question, c'est, avant de faire ce diagramme, comment a-t-on pu évaluer la distance d'objets à 1 ou même 500 mégaparsec? C'est une excellente question sur laquelle il pourrait y avoir facilement un exposé entier. C'est le problème de l'échelle de distance qui est une des grandes difficultés de l'astronomie. C'est comment on positionne les objets. Alors, en fait, c'est une série de poupées russes. Donc, on a des indicateurs qui sont précis, mais qui ne marchent que jusqu'à une certaine distance. Alors, par exemple, il y a les effets de parallaxe. Un parallaxe, c'est simplement, on voit sous un angle différent selon la position. Alors, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est pour pouvoir avoir la distance d'une étoile, c'est regarder où elle est dans le ciel, et puis attendre 6 mois. Donc, on s'est déplacé, nous, d'un diamètre de l'orbite terrestre. Et on peut voir sous quel angle, l'angle différent sur lequel est cet objet. Comme vous connaissez la ligne de base et l'angle, vous pouvez en inférer la distance. Alors ça, c'est une méthode très précise, très propre. C'est de la trigo, c'est le même genre de choses que pour localiser une émission radio ou ce que vous voulez. Mais ça, évidemment, c'est limité puisque vous pouvez quand même pas. Plus un objet est lointain, plus l'angle va être petit, et à un moment donné, ça va devenir immesurable. Alors, on va avoir toute une série. Alors ça, d'ailleurs, c'était une des difficultés pour sortir de la galaxie. Alors, après, il faut calibrer les indicateurs de distance. C'est la grande difficulté. Alors, parmi historiquement, ce qui s'est avéré particulièrement important, ce qui a permis à Hubble, justement, de positionner Andromède, c'est la méthode dite des céphéides. Les céphéides sont des étoiles variables dont on se rend compte que la luminosité est une fonction, que la période de pulsation lumineuse est reliée à sa luminosité absolue. Et donc, ça vous dit, si vous mesurez, sans savoir sa distance, mais si vous mesurez par exemple sa courbe de lumière, c'est-à-dire comment elle évolue au cours du temps, si vous l'avez calibrée précédemment, par exemple, localement, vous pouvez en déduire sa luminosité absolue. De la luminosité absolue déduite que vous comparez à la luminosité apparente que vous recevez, vous pouvez en déduire la distance en disant, oui, la luminosité apparente décroît comme 1 sur le carré de la distance. Donc, là, vous avez fait un deuxième pas. Donc, si vous avez donc calibré cette relation proprement, notamment par exemple en utilisant une parallaxe, vous pouvez faire un saut, puisque maintenant vous allez pouvoir aller voir ces étoiles pulsantes jusqu'à une assez grande distance, et donc vous allez pouvoir mesurer des distances beaucoup plus grandes. Évidemment, vous entrez dans des pièges potentiels, puisque imaginez par exemple qu'il y ait 2 classes d'étoiles pulsantes et que vous ne le saviez pas. À ce moment-là, vous avez calibré la relation, sur une sous-catégorie, et en fait, sans le savoir, vous en observez d'autres qui ont une relation différente entre luminosité et pulsation. Et vous vous trompez. C'est une erreur que les cosmologues ont fait dans les années 30, puisque le rayon de l'univers, entre guillemets, ou les distances caractéristiques ont beaucoup changé. Les premières indications de distance de M. Hubble correspondaient à une caractéristique de cette courbe qui était plutôt de l'ordre de 500 km par seconde, alors que le H, alors qu'à l'heure actuelle, on est plutôt dans des estimations qui sont de l'ordre de 70 km par seconde et par mégaparsec. Donc, c'est un problème difficile, sans aucun doute, qui occupe beaucoup les astronomes depuis très très longtemps, à l'évidence. Maintenant, ce que je vous ai montré, c'est donc effectivement pas directement une relation vitesse-distance. C'est quelque chose que j'ai traduit, qui est en fait la linéarité de la relation que j'ai montré à droite, et on n'a pas une mesure directe de la distance comme ça. Mais donc, je voulais juste utiliser
cette occasion-là pour dire oui, c'est difficile. Et d'ailleurs, ça a été une des sources de problèmes dans l'histoire de l'astronomie, puisqu'il y a eu des révisions importantes. Et à l'heure actuelle, nous pensons être proches d'avoir établi de manière plus ferme cette échelle de distance, dans la mesure où un programme assez important qui a été mené avec le télescope spatial Hubble dans cette optique-là aboutit à une certaine plage de valeur qui est de l'ordre de 70 km par seconde et par mégaparsec, et que par ailleurs les ajustements dont je vous ai parlé sur les anisotropies du corps noir cosmologique correspondent aussi à des valeurs du même ordre de grandeur, donc on a une cohérence entre les deux. Est-ce qu'on peut considérer que c'est maintenant à mettre dans les livres d'histoire ou dans les manuels et qu'on n'y retouchera plus? Je serais peut-être un tout petit peu plus prudent dans la mesure où je ne pense pas qu'on puisse dire que le modèle est à ce point établi qu'il ne pourrait pas y avoir encore de révision. Dans la mesure où on peut imaginer des choses non standards qui pourraient aboutir à un ajustement des mêmes observables avec des valeurs de paramètres légèrement différentes si on rajoute des ingrédients dans le modèle. Voilà, on va le dire comme ça. Alors, pour le moment, les gens qui s'y sont employés n'ont pas abouti à des solutions très convaincantes. C'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui ont essayé, disons, de contourner ce modèle minimal dont je vous ai parlé, aboutissent à des choses qui, vraiment, dans tous les cas, finissent toujours par se heurter à un résultat expérimental dans un sens ou dans un autre, et il faut vraiment beaucoup tirer les barres d'erreur pour faire rentrer. Donc je pense que là, le modèle est en train, à mon avis, de changer de statut, dû à la qualité des données qu'on a. Je pense que c'est une transition qui est en train de se faire. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a vraiment un modèle cosmologique standard, cosmogonique, de l'ensemble de l'émergence des structures et de l'ensemble des paramètres, notamment cette échelle de distance, au-delà de tout, avec une très faible chance de révision. Voilà. Merci, Monsieur Boucher.